Quoi faisons-nous référence lorsque l'on dit le jour où La Rochelle faillit disparaître? Nous voulons vous parler du sixième et dernier siège à ce jour, celui appelé la Poche de La Rochelle, et qui s'étala sur 9 mois, d'août 1944 à mai 1945. Pour la première fois lors d'un siège de La Rochelle, les ennemis sont dans la ville et les habitants sont les assiégeants. La Rochelle est l'une des 14 poches de résistance allemande sur le littoral ouest européen dénommée Poche de l'Atlantique. Ces poches sont la résultante d'une directive d'Hitler du 19 août 1944. Les Allemands sont en effet convaincus que le débarquement aura lieu près d'un port suffisamment important pour assurer la logistique des troupes débarquées. En conséquence, Hitler ordonne que les secteurs défensifs côtiers suivants sont désignés comme Festungen, c'est-à-dire forteresses, à défendre à tout prix jusqu'au dernier soldat. Trois sont situés hors de notre sol, deux aux Pays-Bas et une constituée par les îles anglo-normandes. Toutes les autres sont situées sur le territoire français. Ces forteresses sont quasiment imprenables par les voies terrestres et maritimes. Seule la solution de bombardement peut éventuellement venir à bout. Et c'est ce qui va se produire. Les Alliés vont procéder à des bombardements quasiment systématiques au fur et à mesure de leur avancée, alors que les Allemands vont procéder à la destruction des installations, notamment portuaires. Le résultat est toujours identique. Prise de la ville avec de nombreux morts civils et destruction quasiment totale des installations portuaires. En détail, cela donne pour les poches libérées avant octobre 1944, c'est-à-dire celles qui ont été libérées pendant ou juste après le débarquement. Cherbourg. Sans être totalement anéantie, la ville est fortement endommagée, notamment le port qui est totalement rasé. Saint-Malo, la ville intramuros est détruite à 85%. Calais, détruite à 73%. Le Havre, 15 000 bâtiments détruits plus le port. Boulogne, détruite à 85%. Brest, destruction de la ville à 80% après un long siège d'un mois et demi. Une poche a été libérée en avril 1945. Il s'agit de Royan qui a été détruite à 85%. Les poches qui ont été libérées en mai 1945, c'est-à-dire au moment de la capitulation de l'Allemagne. Dunkerque, détruite à 70%. Lorient, quasiment intégralement rasé. Saint-Nazaire, en grande partie détruite. Et puis l'exception, car si nous acceptons les quartiers de La Palisse et de l'Alleu, La Rochelle est pratiquement sortie sans dommage. Pourquoi et comment a-t-elle échappé au sort qui lui était réservé? C'est ce que nous vous proposons d'aborder. Mais auparavant, nous allons revenir sur la période de La Rochelle sous l'occupation, puis nous aurons un petit intermède, nous en reparlerons tout à l'heure. Enfin, nous aborderons la troisième phase, c'est-à-dire la poche proprement dite de La Rochelle, et nous clôturerons avec votre participation à travers un petit débat dont je tais pour l'instant le sujet et qui nous servira de conclusion. Le début de cette histoire, vous le connaissez comme moi. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes entrent en Pologne. Le 3 septembre, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Les Rochelais, comme tous les Français, subissent cette déclaration. Au quotidien, l'aspect de la ville change. La mobilisation générale décrétée le 2 septembre entraîne en effet la formation de régiments avec le réquisitionnement parallèle de bâtiments, de véhicules et de chevaux. Par conséquent, travailleurs, artisans et commerçants de La Rochelle ont dû quitter leur emploi. La main-d'œuvre n'est plus suffisante. La municipalité elle-même est réduite à 18 conseillers au lieu de 32. De jeunes scouts se mettent à la disposition de la préfecture. Les uns deviennent agents de liaison, d'autres quittent la ville pour aller aider les paysans. Une affiche de la fin d'année 1939 avec cette phrase cocardière:
Avec votre ferraille, nous forgerons l'acier victorieux. Tout un programme. Une campagne pour le ramassage des vieux métaux est en effet lancée dans toute la France par le ministère de l'Armement, preuve de l'état de préparation de la France face à un tel événement. Dans chaque commune, on installe un centre de récupération. Sur les places publiques, dans les écoles, partout, s'entassent des casseroles, des tuyaux percés, des cuisinières, des poêles en fonte, des ressorts et des vieux outils ébréchés. À La Rochelle, même les rails de l'ancien tramway sont enlevés par les militaires. Toute cette ferraille, déposée par tonnes sur la place de Verdun, donne l'apparence d'une vaste cour de brocanteurs. Les journaux locaux s'associent à la campagne de ramassage en publiant par commune des comptes rendus et des statistiques. Un concours est même organisé dans les écoles pour la récolte des ferrailles. L'hiver de 39-40 est rude. On va jusqu'à couper les arbres sur les boulevards comme ici à Châtelaillon. Il faut des vêtements chauds pour nos soldats. Chaque Français doit penser à ceux qui sont au front. Le 3 mars 1940, on organise à La Rochelle une quête et une vente d'insignes au profit de l'œuvre Le vin chaud du soldat. Cet exemple sera suivi dans toutes les communes de Nice. Autre collecte, on suggère à chaque fumeur qui achète un paquet de cigarettes d'en prélever une et de l'offrir aux camarades du front. À cette attention, une boîte placée dans chaque bureau de tabac recueille les dons. La guerre est cependant très proche. Les sous-marins allemands ont posé des mines au large des côtes charentaises. Elles doivent donc être détruites pour assurer la sécurité des bateaux de pêche et des bâtiments de guerre. C'est l'affaire des drailleurs de mines. Mais autre preuve de l'état de préparation du pays, c'est un chalutier rochelais réquisitionné qui va être chargé de cette pêche dangereuse. Il est équipé d'une drague spéciale munie d'une pince coupante automatique. Quand une amarre est sectionnée, la vigne remonte et un tir à vue au canon la fait exploser. Cette drôle de pêche est également organisée avec le concours de la base aéronautique de Rochefort, qui possède quelques ballons captifs. À 500 mètres d'altitude, un homme placé dans la nacelle d'un ballon voit très bien dans les profondeurs de l'océan. Un long câble d'acier retient l'aéronef au chalutier remorqueur et le guetteur peut communiquer par téléphone la position des mines. Tout cela est cependant très artisanal. Contrairement à 14-18, les avions peuvent aller très loin pour effectuer des missions au-dessus des grandes villes. La sécurité de la population civile préoccupe donc les municipalités charentaises. Un comité de défense passive est fondé dans chaque agglomération. Cette défense civile est assurée par les services de la mairie, avec l'aide des scouts, une nouvelle fois, des pompiers et d'agents divers. Dans les maisons, chaque locataire doit effectuer lui-même le camouflage des lumières. Les véhicules ont le droit de rouler si les lanternes sont recouvertes d'un capuchon à fente ou passées au vernis bleu. En cas de danger aérien, une sirène de ville donne l'alerte. Les habitants doivent alors quitter leur maison pour se réfugier dans les abris aménagés. À La Rochelle, le plus important se situe sous la place de Verdun, à la sortie de la rue Gargoulot. Bien sûr, il y a des exercices. Le 15 décembre 1939, en plein jour, une sirène rochesse se met à hurler. Les maîtres d'école renvoient immédiatement les enfants chez leurs parents et un certain nombre de Rochelais, croyant entendre des avions ennemis, se réfugient dans les abris. Ce n'est qu'une fausse alerte. Néanmoins, il faudra donner le signal de fin d'alerte pour tranquilliser la population. En prévision d'incendie, certaines mesures sont également prises. Du sable déposé en de nombreux carrefours de la ville est mis à la disposition des habitants. Les Rochelais ont alors le devoir de le déposer en couche mince sur le plancher des greniers.
Mai 1940. L'invasion de la Belgique et du Luxembourg, le déferlement des troupes allemandes dans le nord de la France après la percée de Sedan ont fait fuir les populations civiles. C'est l'exode. En gare de La Rochelle, l'État a un de réfugiés ne cesse d'arriver. Mais l'exode des populations du Nord se fait également par la route, à pied, à bicyclette, en voiture. On utilise tout ce qui roule. D'interminables files de voitures traversent les principales villes. Certains de ces véhicules ont les vitres cassées et montrent les effets du mitraillage aérien des Stuka. Ces avions allemands qui sèment la terreur et la mort sur les routes de l'exode. Les hôtels deviennent vite insuffisants pour héberger ces afflux de réfugiés. Après la rupture du front de la Somme, c'est le repli général des troupes françaises dans le plus grand désordre. C'est aussi l'exode massif des habitants de Paris et de la région parisienne qui redoutent une éventuelle défense militaire de la capitale. De plus, l'abandon de Paris par le gouvernement dans la nuit du 9 au 10 juin donne l'exemple au peuple parisien. Les administrations, le personnel des usines, les riches, puis les pauvres, rejoignent les départements du Sud-Ouest. Paris déferle sur les routes. Je n'ai pas trouvé de chiffre pour La Rochelle, mais pour se donner un ordre d'idée, en quelques jours, la population de Bordeaux est passée de 250 000 à 800 000 personnes. Ces arrivées massives de réfugiés belges et français font prendre conscience des réalités de la guerre. À la mi-juin, le danger se précise avec les premiers bombardements sur la Palisse. Le paquebot Le Champlain saute sur une mine. Très longtemps, en prenant le bac vers l'île de Ré, on verra sa cheminée émerger. Le 16 juin, c'est le cargo Le Foucault qui brûle dans le port de commerce alors qu'il était à quai. Les troupes allemandes approchent. Les réserves d'huile et d'essence de l'Alleu brûlent. Le 23 juin, tôt le matin, venant de Niort, 2 détachements motorisés pénètrent en Charente-Maritime. Leur objectif, occuper au plus vite le port de la Palisse et contrôler l'estuaire de la Gironde de manière à contrôler l'accès au port de Bordeaux. À La Rochelle, aucune force française ne s'oppose à l'entrée des troupes allemandes dans la cité. Et pour cause. Depuis le 19 juin, les soldats de la garnison ont été désarmés et consignés dans leur cantonnement. La Rochelle, déclarée ville ouverte, voit donc entrer les premiers éléments blindés de la 44e division allemande, dont un détachement arrive à Royan le même jour. En ce moment, il me faut parler de Léonce Vieljeu. Un lieutenant allemand, le drapeau nazi roulé sous le bras, pénètre dans la cour de l'hôtel de ville de La Rochelle et fait éruption dans le bureau du maire. S'adressant à Léonce Vieljeu, il lui demande avec autorité l'accès au chemin de ronde car il veut hisser l'emblème hitlérien sur le bâtiment municipal. La réponse est vive et immédiate. Je suis colonel dans l'armée française, maire d'une grande ville. Mon honneur et ma dignité m'interdisent de discuter avec un officier subalterne, même s'il appartient à une armée victorieuse. Malgré les menaces, le maire ne cède pas. Le lieutenant allemand devra se retirer sans avoir effectué sa mission. Dans la soirée, le gros des troupes allemandes envahit la cité, alignant sur la place de Verdun ses blindés, camions, voitures, sidecars et motocyclettes. Le drapeau à croix gammée est tissé sur l'hôtel de ville que viennent d'occuper les services de la commandanture. Ce premier acte de résistance à l'ennemi marque la détermination du maire Léonce Vieljeu. Il y eut d'autres épisodes définissant le personnage qui lui valurent une destitution de son poste par les autorités allemandes. Puis, expulsé de la ville le 17 juin 1942, il entre alors résolument dans l'action clandestine en devenant membre du réseau Alliance. Il est arrêté le 14 mars 1944, en même temps que son neveu, Frank Delmas, incarcéré au Struthof en Alsace. Il est exécuté dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944. J'en profite pour rendre également hommage à Robert Brochot, auteur de nombreux clichés de ce support. Monsieur Brochot avait 17 ans au début de la guerre et était apprenti photographe chez Morillon. Photographe incontournable à La Rochelle jusqu'au début des années 70-80.
Robert Brochot fut réquisitionné par les Allemands pour prendre des photos sous leur ordre durant toute la guerre. Au péril de sa vie, il tira en double exemplaire l'ensemble de ses prises de vue, ce qui bien sûr était totalement interdit et passible de la peine de mort. J'ai eu la chance de connaître ce monsieur décédé en 2018. Le 25 juin au matin, c'est l'armistice. La Rochelle, quand l'ensemble de la Charente-Maritime se retrouve en zone occupée. Quelques mesures d'ordre et de discipline sont immédiatement appliquées. L'heure allemande est substituée à l'heure française. Le marque devient monnaie d'occupation et vaut 20 francs, ce qui est un taux de change très favorable aux soldats allemands pour leur achat. La vie quotidienne des Rochers, quant à elle, se retrouve subitement transformée. Les interdictions pleuvent. Il est défendu d'écouter la radio anglaise, de photographier, d'exercer un métier ambulant, de marcher sur la chaussée. Les journaux sont censurés et les dancings fermés à partir du 20 août. Le couvre-feu reste établi. Partout, des patrouilles allemandes se chargent de faire respecter les consignes. Par voie d'affiche et par la presse écrite, il est ordonné aux Rochelais détenteurs d'armes à feu, y compris les fusils de chasse, de les porter à la mairie. À La Rochelle, en date du 4 juillet, 2642 dépôts ont été effectués. La carte d'identité à partir de 18 ans est obligatoire. Contrainte importante. Il faut désormais un laissez-passer pour aller dans les îles. C'est une mesure qui va ensuite être étendue. À partir du 20 octobre 1941, la zone côtière devient interdite aux non-résidents. Cette seconde ligne de démarcation d'une largeur de 20 à 30 km s'étend de Dunkerque à Hendaye. En Charente-Maritime, elle passe par Maran, Aigrefeuille, Tonnet-Charente, puis Saujon, Cauze et Mirambeau. Les laissez-passer pour entrer dans cette zone littorale ne sont délivrés aux non-résidents qu'au compte-gouttes. Les contrevenants sont passibles d'emprisonnement, voire de la peine de mort. Cette interdiction perdurera jusqu'en 1944. Le franchissement de cette frontière va s'avérer plus difficile que celui de la ligne de démarcation. Cette zone est créée pour faciliter la construction du mur de l'Atlantique, que nous allons donc aborder. Dans un premier temps, il n'est pas question de construire ce mur. La défense côtière est assurée par des batteries à ciel ouvert. Ici, la batterie de chef de baie. L'armée allemande installe tout simplement ses canons dans les positions françaises. Un autre exemple, celle du fort du Chet à Royan. Ce fort n'existe plus. Il a été détruit lors des bombardements d'avril 1945. Ne subsistent que quelques ruines. Un mémorial commémorant l'événement a été élevé à sa place. Dans notre région, c'est en fait la base sous-marine qui fait la première construction du dispositif. Pour pouvoir effectuer leur mission de l'Atlantique, il faut aux sous-marins allemands plusieurs bases installées sur les côtes françaises. Dès 1940, Hitler ordonne de construire des abris pour submersibles, toutes construites sur le même modèle par l'organisation Todd, qui avait réalisé avant-guerre le réseau des autoroutes allemandes. La base de Lorient est la première à être construite, puis c'est au tour de Saint-Nazaire, La Pallice, Bordeaux et Brest. La construction de celle de La Pallice commence en avril 1941 et est entièrement terminée en 2 années. Dans le port, à l'extrémité du grand bassin à flot, on peut encore voir un gigantesque ouvrage de 200 mètres de côté. Il présente une dizaine de cellules. Chacune contient un ou deux sous-marins qui peuvent être entretenus ou réparés. Les bombarderons seront pratiquement sans effet sur cette carapace plus dure que l'acier. À peine décèle-t-on à chaque impact un petit cratère d'une profondeur de quelques dizaines de centimètres. Il faudra qu'une bombe explose dans un de ces entonnoirs déjà formés pour que le dommage causé au béton soit plus important. À l'arrière de la base, des ateliers ont été aménagés de même qu'une centrale électrique, des magasins et même des logements pour les équipages et les techniciens. Autour de la base, un ensemble de blocos à munitions, de bunkers pour les équipages, batteries d'artillerie, postes de tir. Aujourd'hui subsistent encore d'énormes blocos, dont un bunker au centre-ville que tout le monde connaît, puisqu'il a été transformé en musée rejeté de la dernière guerre. Le port de commerce est transformé en camp retranché. Autour de la ville, un fossé anti-char est creusé dans un rayon de 10 à 15 km, renforcé par des champs de mines. Les troupes sont installées, elles, en ville.
Les casernes, les hôtels, le casino, les écoles sont devenues résidences, hôpital ou maisons de cure pour les sous-mariniers ou abritent les différents services d'occupation. La mise en chantier du mur de l'Atlantique proprement dit débute en 1942. Hitler en a ordonné la réalisation le 23 mars. Toutes les anciennes batteries de défense côtière installées entre Soulac et La Rochelle vont petit à petit être dissimulées sous des casemates bétonnées. Les îles de Ré et d'Oléron, considérées comme postes avancés en Atlantique, auront également leurs fortifications. C'est encore et toujours l'entreprise allemande Todd qui est chargée de la construction du mur de l'Atlantique. Une main-d'œuvre importante lui est nécessaire. Elle utilisera tous les moyens de recrutement pour obtenir le plus possible de travailleurs. Dans le centre pénitentiaire de l'île de Ré, Todd recrute des manœuvres parmi les détenus. Ceux-ci sont regroupés dans des camps de travailleurs surveillés, mêlés aux autres travailleurs de toute nationalité, hollandais, belges, tchèques, nord-africains, etc. Pour les héberger, des camps existent, un dans la forêt de la Coubre, deux autres à Lalleux et à La Rochelle. Pour augmenter l'effectif des chantiers, les autorités allemandes réquisitionnent dès 1943 les hommes valides du littoral charentais, dans le cadre du STO. Ils sont principalement affectés à des travaux de terrassement. En 1943, la préparation d'un débarquement allié fait prendre à Hitler une autre décision, celle d'aménager la défense des plages avec notamment des pieux pointus dénommés asperges de Rommel, ici la plage de la Cible à Saint-Martin. On voit en fait que, défendue du côté de la mer et du côté des terres, La Rochelle est devenue une véritable forteresse bien avant d'en porter officiellement le nom. La vie quotidienne des Rochelais va changer d'aspect au cours des 4 années d'occupation. Il n'y a presque plus de circulation automobile dans les rues. Rares sont ceux qui ont obtenu un permis de circuler. De plus, faut-il avoir transformé son véhicule pour utiliser les gazogènes. Les taxis rochelais stationnant autour de la place de Verdun ont été remplacés par des fiacres. Les vélos envahissent les rues. L'engin à deux roues est roi. Peu importe qu'il soit plein de rouille, gratté et rafistolé, il peut encore rouler, attirant même la convoitise des voleurs. Au cours des années d'occupation, les tribunaux auront à juger quantité de vols de bicyclettes. De Rochelais en ont volé plus de 150. Les Charentais croyaient à l'abondance naturelle du pays, mais sous l'occupation, en raison de la dette de guerre, tout va changer. À titre d'exemple, les réquisitions effectuées dans le département de juin 40 à août 44 portent sur 18 000 tonnes de viande, 920 de beurre, 170 de fromage, 193 000 litres de lait. Les prélèvements concernent aussi les œufs, les pommes de terre, le blé, mais aussi le foin, la paille et l'avoine. On peut se dire, mais il reste le poisson, hein. Lorsqu'il y a un arrivage, 40% sont prélevés pour la région parisienne. 40% encore pour ravitailler étendu de grandes villes de province, dont Niort, Poitiers, Rochefort. Sur ce qui reste, les troupes d'occupation en retiennent la moitié. La vie est chère et de plus en plus chère. Les ménagères s'en plaignent tout en faisant la queue devant les vitrines presque vides. Quel temps perdent-elles dans ces files d'attente? 1 heure? 2 heures? Parfois plus? Pour n'obtenir finalement que de petites rations. Comment s'absenter aussi longtemps quand il y a des enfants en bas âge à la maison? Pour aider ces mamans, la Solidarité rochelaise a créé une sorte de foyer au numéro 17 rue des Merciers où l'on peut les faire garder. De même, la ville de La Rochelle a distribué des cartes de priorité aux mères de familles nombreuses et aux femmes enceintes. Le marché noir flambe. Les Allemands eux-mêmes l'organisent à leur profit. Nul besoin de tickets d'alimentation. Par contre, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir acheter. Un exemple, au début de 1944, la clientèle riche de La Rochelle s'offre du pain blanc à 70 francs le kilo, soit 7 fois la valeur du pain gris réglementaire. Autre exemple de profiteur, une visite de la police dans une épicerie de Surgel révèle un important stock de tissus évalué à 1 million de francs. Il y a également 35 sacs de blé et un sac de farine, et il faudra 70 chargements de camions pour vider l'entrepôt clandestin. En juin 1944, la maison d'arrêt de La Rochelle déborde de détenus pour ces faits, plus d'une centaine.
Le pillage économique ne s'arrête pas aux seuls produits alimentaires. Les statues de bronze qui ornent squares et jardins sont volées par les Allemands pour être vendues et transformées en matériel de guerre. Le 20 janvier 1942, le buste de Floriot au Jardin des Plantes et celui du physicien Réaumur du square de la rue de Lanoux prennent le chemin de la fonderie. Un peu plus tard, c'est au tour de Jean Guiton, de l'amiral Dupéré et de Jeanne Fromentin d'être jetés à bas. En réalité, les statues de Jean Guiton et de Jeanne Fromentin ne seront pas fondues, subtilisées dans un dépôt par un groupe de résistants et mises en sûreté durant l'occupation. Elles reprendront leur place après la guerre. Le maréchal Pétain ouvre lui-même l'ère de la collaboration en acceptant de rencontrer Hitler à Montoire le 24 octobre 1940. Après cette entrevue apparaît le mouvement national Collaboration, sorte de club franco-allemand, où se retrouvent surtout des intellectuels. Celui de Charente-Maritime compte au 26 mars 1944 un effectif d'1 millier de membres. Il est très actif à La Rochelle, où de nombreuses conférences de presse sont données en présence des officiers allemands de la Propagandastafel, du préfet et de quelques maires du département. Lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, le 22 juin 1941, c'est au nom d'une croisade anticommuniste que l'on décide de créer la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Un centre de recrutement est installé à La Rochelle, rue Albert Ier. On inaugure celui-ci en juin 1942. La cérémonie se déroule en présence des officiers de l'armée d'occupation. D'après un discours prononcé à cette occasion, une trentaine de volontaires ont déjà donné leur adhésion. En fait, la médiocre valeur militaire de ces mercenaires n'a guère été appréciée des Allemands, et finalement, la Légion participera surtout à des opérations répressives contre les partisans russes en arrière des lignes. Les partis politiques d'extrême droite sont nombreux à avoir été autorisés en France par les autorités allemandes. Dans notre région, il faut surtout citer les activités du Parti populaire français de Jacques Doriot, PPF, celles aussi du Rassemblement national populaire de Marcel Déat, RNP. Les Rochelais se souviendront particulièrement de François Sidos. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, il prit notamment part à la bataille de Verdun. Il est officier subalterne de réserve avant 1939 et il exerce le métier d'agent d'assurance. François Sidos est chargé de mission du régime de Vichy, puis il est désigné en 1942 délégué régional aux sociétés secrètes en zone occupée. En mai 1944, Pierre Laval le nomme chargé de mission à l'inspection générale des forces du maintien de l'ordre dirigée par Joseph Darnan, chef de la milice française. Il est bientôt inspecteur régional de la milice. Il est à La Rochelle durant la période de la Poche, aux côtés des Allemands. Il est chargé de traquer les résistants, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Le drame des Juifs. Dès juin 1940, les autorités allemandes veulent éloigner les Juifs des côtes charentaises. Leur situation dramatique n'a fait qu'empirer au cours de l'occupation. Les arrestations rares en 1941 deviennent nombreuses en 1942. En octobre 1942, les 186 juifs habitant La Rochelle sont invités à quitter la ville, invités entre guillemets bien évidemment, sous prétexte qu'elle se situe en zone interdite. Après la guerre, on recensera 64 cas de spoliation dans notre département et en tout, 165 juifs de Charente-Maritime sont déportés, dont 39 enfants. Combien sont revenus des camps de la mort? 15 seulement. Autre victime, la franc-maçonnerie. Un juif, disait Pétain, n'est jamais responsable de ses origines. Un franc-maçon l'est toujours de son choix. Le gouvernement de Vichy entreprend d'éliminer les associations secrètes. Toutes les loges maçonniques sont dissoutes à partir d'août 1940. À La Rochelle, meubles et objets maçonniques de la loge L'Union Parfaite sont saisis, vendus aux enchères rue du Paty. La loi du 11 août 1941 porte atteinte aux dignitaires francs-maçons. Leurs noms sont publiés au Journal officiel et l'hebdomadaire parisien Au Pilori, c'est un titre approprié, publie même la liste de ceux de La Rochelle. Il leur est désormais interdit d'accéder à la fonction publique
et ceux qui exercent déjà un métier dans les administrations doivent démissionner. C'est le cas de Raymond Boucher, instituteur, membre de la loge de Montendre, il est alors révoqué. Ayant trouvé un emploi à la base sous-marine de La Rochelle, il sera l'un des premiers Charentais à vouloir organiser la résistance dans le département. Arrêté et déporté, il mourra au camp de Gorscheil. Venons-en justement à la résistance rochelaise. Les premières heures sont faites de révoltes individuelles, de colères libérées, de cris de haine, d'effets surtout dangereux pour leurs auteurs, mais à l'utilité relative. Par réflexe, on déchire, on macule les affiches publiées par les autorités allemandes. Des injures sont lancées à la face des nazis. Le 25 juillet 1940, on peut lire «Abat Hitler» gravé sur la tour de la lanterne. Une action plus directe que la diffusion des tracts peut se manifester par des sabotages ou des attentats contre l'ennemi. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1940, le câble reliant La Rochelle à Royan est sectionné. Parmi les 4 personnes arrêtées, l'un d'eux, Pierre Roche, reconnaît être l'auteur du sabotage. Immédiatement jugé par le tribunal correctionnel de La Rochelle, il est condamné à 2 ans de prison. Mais Pierre Roche sera jugé une seconde fois. En effet, il a saboté une installation militaire et à ce titre, il doit de nouveau comparaître devant les tribunaux allemands. Cette fois-ci, la sentence s'avère beaucoup plus sévère. Pierre Roche, condamné à la peine de mort par la cour martiale, est exécuté le 7 septembre 1940, alors soit dans le quartier du Perret, soit à Chef de Baie. L'information diverge en fonction des sources. Afin d'impressionner les Rochelais, les autorités allemandes publieront une affiche annonçant en langue française et en langue allemande sa condamnation et son exécution. Ce premier résistant de la Charente-Maritime, fusillé par les Allemands, n'avait que 19 ans. Malheureusement, bien d'autres suivront. Sans être exhaustif, je voudrais citer Gustave Bourreau et Émile Billon, du groupe Tatave, fusillés à Chef de Baie le 29 novembre 1941. Le commandant Filleul et Abel Bouillet, du groupe Filleul, fusillés au Mont-Valérien le 14 février 1942. Car, dès le début de l'occupation, de petits groupes de résistance se formeront spontanément en Charente-Maritime. On peut citer le mouvement Libération et le réseau CND Castille, de mouvances socialistes et syndicalistes, avec Edmond Grasset comme responsable local, abattu par la milice le 8 mai 1944. Une avenue porte son nom. Le groupe Honneur et Patrie et le réseau Century avec le colonel Lisiac, fusillé par les Allemands le 11 janvier 1944. Ce dernier fit parvenir à Londres les plans complets de la base sous-marine. Une avenue à Étré porte son nom. Ces mouvements, groupes et réseaux vont ensuite être fusionnés dans le mouvement créé par Jean Moulin et constitué en armée secrète. Parmi les nombreux nouveaux dirigeants locaux, on trouve Marcel de Flandre. Le stade de rugby porte son nom. Un de mouvance communiste refusera d'adhérer à cette armée secrète. Il s'agit du Front National et FTPF, Front Tireur Partisan Français. Je laisse la parole à Joël pour vous parler d'un résistant ayant appartenu à ce réseau. Nous sommes le 30 septembre 1943. Un jeune homme de 19 ans remonte l'avenue de Coligny. Il vient de Corignac et il est en retard pour une réunion pour laquelle il est convoqué. Mais une jolie fille rencontrée en chemin lui a fait manquer son autobus. Il a dû prendre le train suivant. Il s'apprête à tourner dans l'avenue de Jean Guiton lorsque des coups de feu retentissent plus haut sur l'avenue. Il se précipite et arrive à l'embranchement de la rue de Missy et il aperçoit un déploiement de forces de police et des corps étendus sur la chaussée. Une habitante de la rue de Missy reconnaît la veste de son fils, portée par un des corps. Et elle s'écroule en criant « Guy Pierre !» Des voisins compatissants l'évacuent en douceur. Un voisin reconnaît le jeune homme qui arrive en courant. Il le force à entrer chez lui et l'exfiltre du quartier par le jardin.
Guy-Pierre Gauthier vient de sauver sa peau. Une réunion de l'état-major régional du groupe FTP était en effet convoquée au 187 avenue Jean Guiton, où Émile Louis Tixier, le responsable rochelais du détachement Liberté, louait une chambre. Le responsable militaire régional des détachements FTP depuis mars 1943, Paul Manouton, alias Lelandais, était présent. L'objet de la réunion était de préparer l'attaque d'un transformateur de la base sous-marine de La Rochelle. Les policiers de la 7e brigade de sûreté de Gironde, dirigés par le commissaire Poinceau, et la SIPO-SD firent irruption. Il s'ensuivit un violent accrochage. Un inspecteur de la SIPO-SD fut tué et un policier français blessé. Paul Manouton fut abattu et Émile Huitier blessé et capturé. Guy-Pierre Gauthier venait d'aider Paul Manouton à s'exfiltrer de Bordeaux, où la répression faisait rage, et lui avait donné sa veste afin de cacher son arme qu'il portait sur lui en permanence. Émile Huitier fut incarcéré à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers, condamné à mort par le tribunal militaire de la Feldkommandatur 677 pour activité en faveur de l'ennemi et activité de franc-tireur, et fusillé au champ de tir de Billard le 5 novembre 1943 à 7h30, avec Louis Blandet. Il fut inhumé au cimetière de Quincey. Fils d'un cheminot et d'une gouvernante, Guy-Pierre Gauthier est né le 8 septembre 1924 à Saintes. Petit dernier de la famille, il a 2 sœurs et un frère plus âgé. Il termine sa scolarité à 16 ans au collège pour entrer dans une école technique à Nantes. Mais la guerre est là. Hébertiste, il rencontre à la FSGT d'autres jeunes sportifs qui, comme lui, refusent l'occupation allemande. Il entre dans la résistance au mois de novembre 1941, dans un groupe constitué par des étudiants sous la houlette de leur entraîneur Émile Huitier, et participe à cette époque à la distribution de tracts et à diverses opérations d'entraînement. Affecté au groupe spécial de sabotage, il est chargé en février 1943 de la création d'un détachement FTPF appelé Liberté. Il s'agissait en fait de la constitution du détachement initial après sa désorganisation par des arrestations massives de début 1943, provoquées par la trahison du dénommé Vincent, qui se révélera être l'agent 156 de la Gestapo. Il prend le commandement de cette unité sous les ordres d'Émile Tixier et il est nommé lieutenant par décision du comité militaire interrégional. Cette unité, qui opérait dans tout le département, en liaison avec des petits groupes isolés de 5-4 à 5 hommes, participa à diverses opérations de sabotage, et notamment en mai 1943 à un déraillement à 4 km de Montendre, en juin à la mise en sac du siège du Rassemblement national populaire, organisation collaborationniste et fascisante, créée en janvier 1941 par Marcel Déard. En juillet, au bruit de la vitrine de la LVF à La Rochelle, à l'incendie d'un dépôt de charbon, au cisaillement de lignes téléphoniques, au sabotage de 75 wagons à La Ferté ou au déraillement de Corignac. Il publie et distribue de nombreux tracts appelant à la lutte armée, en contact permanent avec le service de renseignement, et se charge de la liaison avec diverses organisations de la résistance. Il assure le transport d'éditions clandestines nationales, France d'abord, entre Paris et La Rochelle, ainsi que la sécurité d'officiers supérieurs. Suite à la fusillade de l'avenue Guiton, il reste 8 jours caché dans la tour de la Grosse Horloge et tente de reconstituer le groupe Liberté. Il est nommé par l'état-major parisien responsable du détachement rochelais. Il est arrêté à la gare de Matha le 22 octobre 1943 par la Gestapo.
enfermé à la prison de Poitiers, puis condamné à 12 ans de travaux forcés par la section spéciale du tribunal d'État. Après un bref passage à la prison de Niort, il arrive à la centrale d'Est à Villeneuve-sur-Lot en janvier 1944. Il est affecté au préau 2. Il porte le matricule 623. Costume de blanc marron, il est surpris de garder ses souliers et ses cheveux. Surpris aussi de l'accueil chaleureux des 200 membres du préau. Il a le droit, avec ses amis, à un discours de bienvenue de Victor Michaud. Face à cet enthousiasme, il s'est senti à 2 doigts de la libération. C'était presque la liberté retrouvée, se souvient-il. Lors des meetings politiques organisés dans la prison le 16 janvier 1944, il aide à peindre le portrait du général de Gaulle, réalisé à partir d'un simple timbre-poste. Il participe à l'écriture d'articles dans les journaux. Il rencontre un gaulliste, le docteur Veil, en veste bleu clair et pantalon de velours. Henri Ozias, le délégué communiste. Georges Charpak, le futur prix Nobel de physique, Raymond Prunière. Il évoque les débats, la diversité des personnalités et, par-dessus tout, la solidarité ô combien nécessaire des gourbis, le partage des colis, l'amitié totale. Une impression énorme. Le 19 février au matin, profitant d'une visite de la prison par un inspecteur général de Vichy, les détenus font prisonnier ce dernier, le directeur et ses adjoints. Ils se rendent maîtres de la totalité de la prison et ils sont sur le point de sortir quand l'alerte est donnée. Guy-Pierre Gauthier est chargé de garder une entrée puis un petit groupe de surveillants et le directeur. Il est armé d'un chasse-peau, vieux fusil récupéré dans les bureaux, bien peu opérationnel. Une fois dehors, il devait rejoindre un maquis de Dordogne. Grande tristesse de renoncer à la liberté, de devoir déposer les armes, de voir 50 de ses camarades pris en otage. 12 résistants sont fusillés. Il revoit encore Henri Ozias descendre l'escalier du préau 2, entouré de miliciens armés, fumer sa dernière cigarette. Le 30 mai, il est livré avec tous les autres de la division d'Alschreich et doit abandonner à la prison ses dernières affaires. Ils doivent marcher 15 km d'Est à peine, les mains sur la tête, insultés et frappés ou même assassinés en route par les SS, dont certains Alsaciens qui leur parlaient en français. À peine, des wagons de marchandises attendent, chargés comme des bestiaux, une chaleur étouffante. Les corps en sueur, le train de déportés doit s'arrêter souvent pour laisser passer les trains prioritaires, des trains militaires. À Saint-Pierre-des-Corps, le train s'arrête pour que la locomotive fasse le plein d'eau. L'eau continue à couler sur le quai alors que dans les wagons, les hommes meurent de soif. Insupportable supplice 3 jours durant. Sur un pont un peu plus loin, le train s'arrête. En dessous, des couples de jeunes se baignent sans souci. Supplice encore d'entendre l'eau et d'avoir si soif. Les excréments mêlés à la paille produisent un gaz toxique. Arrivé à Compiègne, entassés dans des hangars, déshabillés et habillés de vêtements rapiécés de prisonniers fusillés. Sensation terrible de porter les vêtements d'un mort. Le jour du débarquement en Normandie, un avion anglais a survolé le camp. Il s'est dit, on va être libéré. Mais le 18 juin, c'est le départ pour l'Allemagne. Le train encore, la France encore plus forte. La fatigue, la répétition des événements, l'inquiétude et cette foutue chaleur. Quand les déportés demandaient de l'eau, les SS les insultaient. La nuit, ils léchaient la condensation due à la sueur sur les parois des wagons. Ce n'étaient plus des hommes, juste des corps. On crevait de faim, on crevait de soif. Pendant 4 jours et 3 nuits, c'était insoutenable. On ne pensait qu'à survivre.
Guy Pierre a pu malgré tout écrire un petit mot sur un papier d'écolier et le jeter sur la voie. Ce mot a été transmis anonymement. Il l'a récupéré après la guerre et le conserve précieusement. Arrivé à Dachau, un village charmant et propre, comme les autres, Guy Pierre ne tient pas debout. Il faut descendre les morts des wagons. Entourés de SS en armes, ils boivent l'eau des flaques et des caniveaux. Les enfants les insultent et leur jettent des pierres. En au camp, une inscription, le travail rend libre. Arrivés sur la place d'appel, enfermés dans un hangar avec des robinets, tous boivent complètement déshydratés. Déclinaison de son état civil, déshabillage encore, désinfection au pinceau de créosote. Matricule est 73 505. Il n'est plus qu'un numéro, sur un costume rayé, orné d'un triangle rouge, les politiques, des sous-hommes, des objets. Les escouades sont alors séparés en 3 blocs voisins. Guy Pierre est dans le 20. La chaleur toujours. L'apprentissage des commandements hurlés en allemand. Les coups, les punitions. Un véritable dressage par la terreur, dit-il. Tout est dangereux. La menace est partout. La peur s'installe. Pour essayer de survivre dans le camp, il a fallu apprendre à vivre aussi avec les Polonais, hostiles qui en voulaient beaucoup à la France de n'avoir rien fait lors de l'invasion de leur territoire. Transfert à Alac, il devient l'esclave de BMW. Travaille toute la journée, le soir, la solidarité persiste. La petite portion de pain portée à ceux qui en ont plus besoin. La nuit, entassé dans les chalets à 3 niveaux. Le sommeil perturbé par des alertes ou des appels interminables par tous les temps. Rapatrié en France, il pesait 34 kilos. Il a dû se reposer 6 mois pour récupérer. Il était tellement content de revenir. Après sa convalescence, il entre au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, puis en démissionne et devient administrateur de société de construction. Pendant sa retraite à La Roche-sur-Yon, il a eu 3 enfants, 5 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Il a abandonné toute activité politique après la guerre et a préféré garder le silence sur son histoire, même auprès de sa famille. Après 40 ans de silence, l'un de ses petits-fils, le dessinateur Tibur Sauger, voulait savoir ce qui s'était passé. Finalement, Guy Pierre est sorti de son non-silence. Il s'est mis à raconter son secret. Car, selon lui, avec la montée du faux patriotisme et du nationalisme, ce qu'il avait encore. Voilà comment il est devenu le héros d'une BD. Nous allons donc aborder la période de la poche. Contrairement aux prévisions du haut commandement, Cherbourg, libéré 3 semaines après le débarquement, ne suffit pas aux Alliés par le fait que le port est inutilisable en l'état. Ils doivent se rendre maîtres d'autres ports pour assurer le ravitaillement des troupes débarquées. Les Américains arrivent devant la forteresse de Brest début août 1944, attaquent avec de gros moyens matériels, chars, artillerie, aviation et même l'appui de la marine. Le siège de Brest dure 1 mois et demi et cause la perte de 10 000 soldats américains, tués ou blessés. Mais rebelote, le port entièrement saboté par les Allemands avant leur reddition est quasiment inutilisable. Heureusement, dans le même temps, les Britanniques et les Canadiens ont libéré en meilleur état les ports du Havre, de Saint-Malo, de Calais, de Boulogne et surtout celui d'Anvers en Belgique. La prise des ports restants de l'Atlantique est donc devenue un objectif secondaire. L'accent est désormais mis sur la destruction de la marine allemande. À la fin du mois de juillet 1944, les Britanniques décident de pousser leurs attaques jusqu'à l'embouchure de la Gironde. Ils veulent détruire les bâtiments de surface allemands qui quittent la Bretagne pour trouver refuge dans les ports du sud-ouest et notamment la Pallice. Cette opération, qui commence le 4 août, est baptisée kinétique. La flotte de surface allemande va être considérablement réduite. La plupart des engagements ont lieu de nuit devant les côtes de Vendée.
Parallèlement, les Alliés vont procéder à des bombardements des installations terrestres. À la Palisse, ce mois d'août 44 sera celui de l'enfer. Jugez-en plus tôt. Du 9 août, date du premier bombardement, au 27, date du dernier, la Royal Air Force et les Américains vont larguer plus de 1200 tonnes de bombes sur le port et les quartiers environnants, l'Halleux en particulier, avec la destruction emblématique de l'église et occasionnellement la Genette. Ils en profitent pour tester une nouvelle arme, une bombe équipée d'un dispositif de commande à distance. Ce fut un échec, la bombe explosa à plus d'un kilomètre de l'objectif. L'opération kinétique est un grand succès pour les Alliés. Entre le 4 et le 27 août 1944, la Kriegsmarine perd 81 bâtiments de surface dans le golfe de Gascogne. L'aviation allemande n'existant plus, les derniers bâtiments en état de naviguer doivent éviter de sortir en plein jour. Ceux de La Rochelle sont en grande partie désarmés. Leurs équipages sont aussitôt mis à contribution pour renforcer les forces terrestres. À partir d'octobre 1944, la pression alliée se fera moins forte sur ce front où la marine allemande n'est plus menaçante. Les poches sud de l'Atlantique restent donc sous domination allemande sans que cette situation soit jugée comme prioritaire par les Alliés. Pour les habitants, un sentiment d'abandon apparaît. Le 20 août 1944, les troupes de la première armée allemande reçoivent l'ordre de repli, sauf pour les garnisons de La Rochelle et Royan. À la même date, La Rochelle est passée sous le commandement d'un marin, le vice-amiral Schirlitz, commandant supérieur de toutes les formations, de la Loire à la Bidassoa. Il vient s'installer à La Rochelle. Son PC se situera à Lafond puis à la caserne Mangin. C'est un homme très énergique, très exigeant, sévère, même ses officiers le craignent, mais c'est un très bon chef, dit de lui un de ses aides de camp. D'une troupe hétéroclite composée de marins et de soldats de l'armée de terre et de l'air, comprenant plus de 3000 étrangers, il va constituer une armée solide et motivée. L'artillerie allemande, principalement issue d'anciennes batteries côtières de l'armée de terre, auparavant orientée vers l'océan, est importante avec 31 canons de calibre 75 à 170 mm. Les Allemands disposent également de 30 redoutables canons antiaériens servis par des membres de la Luftwaffe, utilisables en combat terrestre comme anti-chars. S'ajoutent à ces chiffres plusieurs dizaines de canons récupérés sur les bateaux bloqués à La Rochelle, des chars et une dizaine d'avions de chasse. Un train blindé est même réalisé au début du siège par les ouvriers allemands travaillant à la base sous-marine. La garnison totale de la forteresse, y compris les troupes postées sur les îles de Ré et d'Oléron, s'élève à 13 270 soldats. Enfin, des bombes d'aviation de 500 kg ont été enterrées sur les quais tant à la Palisse qu'à La Rochelle et peuvent être déclenchées en cas d'attaque. Durant les sièges, les Allemands éditent un journal local, Der Fürstengottbote, donnant des nouvelles de la situation internationale sous le contrôle de la propagande. Ce journal a pour objectif de maintenir le moral des troupes d'occupation, de plus en plus en berne, notamment chez les étrangers, les Tchèques, les Autrichiens, les Italiens. De nombreux cas de désertion et de suicide sont constatés. Passons aux forces alliées. Les premiers combattants français qui se positionnent autour de La Rochelle en septembre 1944, sous le commandement du colonel Henri Adeline, sont issus des unités de maquisards qui ont libéré le sud-ouest. Au nord, groupement du capitaine parachutiste Fournier dont les éléments sont venus des maquis de Vendée et de la Vienne. Environ 1300 hommes. À l'est, la brigade de Morny qui regroupe 3 formations. Ses effectifs dépassent 2000 hommes. Cette brigade n'a pas très bonne réputation auprès des populations en raison de ses agissements vis-à-vis des civils. Dans la région de Rochefort au sud, le groupe Birakeim se compose d'éléments venus des maquis de la Vienne. Les effectifs sont d'environ 1800 hommes. C'est une des meilleures formations de maquis de la région.
Le régiment Bir Hakeim est rejoint par les groupes locaux FFI et le bataillon des fusiliers marins dès la libération de Rochefort. Ces groupes se répartissent sur un front de près de 50 kilomètres à travers les marais qui entourent La Rochelle. Mais les actions ne sont pas coordonnées, chaque chef agit à sa guise. De même, l'amalgame est difficile entre les éléments des maquis et les cadres venus de l'armée régulière. Le colonel Adeline dispose de peu de moyens pour le diriger depuis son PC de Saintes. Sa première tâche est de constituer un ensemble cohérent. Il devient aussi urgent de faire admettre par les Allemands ces combattants sans uniforme. Le 20 septembre, le commandant Meyer obtient de l'amiral Schörlitz qu'il accorde la qualité de combattant aux hommes des forces françaises de l'intérieur, sous la condition que ces derniers soient munis désormais d'un brassard dûment authentifié. Ces engagements sont tenus. Le 21 septembre, le premier échange de prisonniers a lieu. L'amiral Schörlitz s'était également engagé à ne fusiller aucun des prisonniers français. De fait, un sous-officier condamné à mort, Guy Le Goff, est gracié et pendant toute la durée du siège, il n'y a pas de trace d'exécution. Le 27 octobre 1944, ces unités représentent environ 8000 combattants dénommés Forces françaises de l'ONIS. Ces maquisards volontaires sont peu formés, armés très légèrement et mal habillés. Mais ils sont très motivés pour en découdre avec les Allemands, en dépit de tous les problèmes d'intendance. Les Alliés, et en particulier les Américains, inquiets du manque de discipline de certains groupes, hésitent en effet à fournir du matériel. En cette fin d'année 44, de nouveaux renforts arrivent. Ils viennent de la Creuse, de la Vienne, du Tarn, de la Dordogne, de la Corrèze et sont déjà organisés en régiments réguliers. Ils arrivent également des régiments, notamment d'Afrique du Nord, le 4e Zouaves et le 1er Spafi du Maroc. Fin janvier 1945, il y a ainsi un effectif de 15 000 combattants avec artillerie, blindés et même un avion de reconnaissance, nombre sensiblement égal à celui des Allemands dans La Rochelle.
Nous l'avons vu, la Convention est exclusivement militaire. Et les Rochers dans tout cela? Depuis le débarquement de Normandie, la préfecture a invité les gens dits inutiles, les femmes enceintes, les enfants, les vieillards à quitter La Rochelle. On n'en a pas tenu compte dans un premier temps, mais les bombardements que subissent la Palisse et l'Alleu en août 1944 modifient les comportements. Le rythme des départs s'accélère d'autant que les 19, 20 et 21 août, la Genette, quartier proche du centre-ville, est atteint. Les Allemands envisagent l'évacuation totale de la ville et pour avoir les mains libres, ne laisser que 100 personnes. Les autorités françaises sont convoquées à la commandanture avec la ferme intention d'éviter un départ massif des habitants. Lors d'une pause, un des officiers allemands glisse discrètement à monsieur Arnaud: Tenez bon, vous sauvez La Rochelle. Ce refus d'évacuer n'est pas sans conséquence. Débat d'importance. Faut-il ou pas évacuer la population? Faut-il essayer de sauver la ville en mettant des vies en danger? Qui serait comptable des victimes en cas de bombardement? L'affiche publiée le 23 août n'est donc pas signée par les responsables français et les termes en ont été modifiés pour éviter un exode dans le plus grand désordre. Partent également les 9 000 à 10 000 ouvriers étrangers employés par l'organisation Todd. À partir du mois d'octobre, des convois ont été organisés notamment par train. Ces départs s'étaleront jusqu'en février 1945. Pour l'ensemble de la poche, y compris les îles, la population est évaluée à environ 58 000 personnes en octobre 1944 et 48 769 en mars 1945. C'est pour la ville de La Rochelle que les évacuations sont proportionnellement les plus importantes, la population baissant de 39% et passant de 22 000 en octobre 1944 à 13 316 en mars. Les départs les plus nombreux sont constatés entre août et octobre 1944. Le ravitaillement sera une nouvelle fois le problème majeur. Si au début de l'encerclement les difficultés ne se sont pas accrues, peu à peu la situation se détériore. Les possibilités de production de la poche ne sont pas négligeables, mais nécessitent une stricte réorganisation des circuits de ramassage et de distribution alors que les services administratifs disparaissent. Un des problèmes est de convaincre les producteurs. Des signes de mauvaise humeur sont souvent signalés. Par exemple, on enregistre de brusques variations dans la production de lait. Des quantités exagérées sont prélevées pour les crémages et le barattage clandestin. De même pour la viande, les abattages clandestins sont nombreux. En outre, il faut compter que les réquisitions qu'opèrent les Allemands directement dans les communes pèsent sur le ravitaillement. Le responsable français, pour assurer le minimum nécessaire à la population, devait donc faire entrer périodiquement dans la place une certaine quantité de vivres. Les concessions obtenues de l'autorité allemande, l'aide de messieurs Rolf Nordling et Lars Almström, représentants suédois, la volonté du gouvernement provisoire permettront de satisfaire ces besoins. Cependant, faire entrer des vivres se heurte à de multiples difficultés. La zone libérée est déjà sévèrement rationnée. Les moyens de transport font défaut et l'apport de nourriture à La Rochelle est très mal vu par une partie de l'opinion publique qui considère les Rochelais comme des traîtres. Les responsables du ravitaillement général réussissent à organiser le premier convoi par camion le 23 novembre depuis Niort. Le passage des lignes ne se fait pas sans difficulté du côté français. Les camions, souvent visités, sont retardés et les chargements allégés. À partir de décembre, il n'est plus question de transporter les denrées par camion. Les FFI ont fait sauter un pont sur la route sous prétexte de nécessité militaire. Il est donc décidé d'acheminer les vivres par chemin de fer. Les premiers trains passent les lignes sans incident, mais très vite se manifeste la désapprobation des résistants. Ces faits rejoignent les problèmes de discipline évoqués parmi les troupes FFI. Il faut donc trouver un autre moyen de transport. La seule voie d'accès encore disponible est la mer. En dépit d'un accès au port envasé, le chenal n'ayant pas été dragué depuis 1940,
et il n'est plus rectiligne, ce moyen de transport est choisi en accord avec les Allemands et les délégués suédois. Le Messidor chalutier hauturier assure les rotations. Un second chalutier est armé. Dès les premiers chargements, le 6 mars à Tonnet-Charente, de nouveaux incidents se produisent, menés par une délégation de l'UFF, Union des femmes françaises, pour qui les Rochelais restés dans la ville étaient des collaborateurs. Pour éviter cela, il est décidé que les chargements se feront désormais à l'intérieur de l'arsenal de Rochefort, à l'abri de la foule. En fait, cette excitation de l'opinion publique s'inscrit dans un contexte général de difficultés d'approvisionnement. L'apaisement ne pourra venir qu'avec une amélioration du ravitaillement en général et avec une information sur la situation générale et sur La Rochelle en particulier. Une autre question inquiète les Rochelais. Quand serons-nous libérés? L'occupant s'installe à l'intérieur de la ville où des rues sont barrées, des ponts minés, des quartiers évacués. La palisse est isolée. La situation apparaît d'autant plus incertaine qu'il est impossible de vérifier les informations. La radio anglaise est naturellement très sobre d'informations sur notre région, où il ne se passe rien d'important. La Gazette de Nice, seul journal paraissant, donne des indications officielles sur le rationnement, le couvre-feu, etc. Il y a relativement peu d'incidents avec les Allemands, des coups de feu entendus sans jamais savoir leur origine, des fouilles de quartier sans que l'on sache qui est recherché. L'incident le plus grave a été la mort d'un agent de liaison de la Résistance tué rue Saint-Louis. La ville s'est engourdie, les 3/4 des magasins sont fermés, la plupart des ouvriers sans travail. Un autre sujet, le maintien de l'ordre, qui est sans doute le point le plus sensible sur lequel les Allemands attendent l'administration française. Le 12 août, la plus grande partie des miliciens quittent La Rochelle pour rejoindre en Allemagne la division SS Charlemagne. Il reste alors à La Rochelle un petit noyau qui augmente rapidement par le repli de groupes du département ou de la région. Ils sont entre 50 et plusieurs centaines. Rien ne permet de retrouver leur nombre, dont un certain Sidos. Je vous en ai déjà parlé. Malgré le refus du secrétaire général de la préfecture, Sidos garde un titre de chargé de mission aux forces du maintien de l'ordre grâce à l'appui des Allemands. Perquisitions, arrestations arbitraires, démonstrations de force, censure du courrier sont ses tâches quotidiennes. L'opinion publique, plutôt indifférente au début, marque peu à peu son hostilité. En avril, affiches et inscriptions sont diffusées en ville, allusion directe à l'activité du chef de la milice. Radio-Sidosement tout le temps. Radio-Sidos est allemand, ou aux avantages qu'il retire de sa position. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est faux. Le mien sent la honte et le crime, signé Sidos. Le 30 avril, un attentat est perpétré contre l'un de ses adjoints. Lors de la libération, réfugié dans l'île de Ré avec sa famille, il va la quitter le 6 mai pour se diriger vers l'Espagne. Arraisonné au large, il sera jugé par la Cour de justice de la Charente-Maritime avec son épouse et 2 de ses fils, Pierre et Jacques. Condamné à mort, il est exécuté à La Rochelle le 28 mars 1946. Ses 2 fils sont condamnés à 10 ans de prison et 5 ans de travaux forcés. Sa femme Louise est condamnée à la dégradation nationale. Contrairement à ses 2 frères, François Sidos fils a combattu les Allemands sous l'occupation. Engagé volontaire à 16 ans en 1939, il a servi dans les forces navales françaises libres. Comme ses 2 frères, il fut recherché par la police française en 1960 en tant que dirigeant d'un groupe Jeunes Nations lié à l'OAS. Parlons de la résistance rochelaise. Démantelée par les arrestations de l'hiver 1943-44, les divers mouvements et réseaux avaient eu bien du mal à se reconstituer. Un mouvement d'union de la résistance a été mis en place le 1er juin 1944, le régiment Jean Guiton,
avec un état-major très structuré qui se réunit régulièrement dans un local du palais de justice. L'armement est caché un peu partout dans la ville, à la préfecture derrière les paquets d'archives, au palais de justice sous la tribune des juges, dans l'église de Fétilly au-dessus du chœur ou chez des particuliers. Pour compléter l'arsenal dès septembre 44, il est décidé de transformer des camions pour appuyer l'action en cas de combat. Ces engins n'ont pas eu à intervenir, pas plus que le régiment Jean Guiton. Il ne faut cependant pas minorer leur rôle essentiel dans le renseignement. Citons notamment en la matière le rôle de monsieur le curé Crampette de l'église de Fétilly et de l'abbé Maurice. La Convention va être dénoncée le 10 avril et fait suite à la décision de De Gaulle de procéder à la libération des poches de l'Atlantique encore occupées. Les Allemands procèdent alors au minage total des installations portuaires qu'ils menacent de déclencher en cas d'attaque. L'assaut de la poche de Royan se déroule du 14 au 18 avril. L'Île-d'Oléron est libérée le 1er mai 1945. L'opération pour libérer La Rochelle, baptisée Mousquetaire, est lancée le 30 avril. Mais un fait important se produit le 4 mai. Dönitz, qui a pris la tête du gouvernement allemand, déclare que les combats ont perdu toute signification à l'ouest. Le 5 mai, le capitaine de frégate Meyer apporte un ultimatum à Schörlitz pour obtenir l'assurance que le port de La Pallice ne sera pas détruit. Ce dernier l'assure et rendra la ville et le port intacts si les forces françaises n'y pénètrent pas avant la capitulation générale de l'armée allemande. C'est donc seul que les Rochelais célèbrent leur libération le 7 mai. Paradoxe, Rochelais et Allemands sont face à face. La joie rayonne mais tout est calme. Les soldats allemands passent encore en armes. Aucun incident, la foule est assez sage pour les ignorer et eux assez prudents pour regarder sans rien manifester. Les troupes françaises entreront le 8 mai dans la cité, l'arme à la bretelle. La ville est intacte, les ports sont utilisables en l'état.